La plupart des gens pensent que la pire chose qu'une famille puisse vous remettre, c'est un gratin qu'ils savent que vous n'aimez pas. La mienne m'a remis un contrat. 18 pages d'un très beau papier. Un dossier posé à côté du jambon, comme s'il y avait sa place. 10 adultes autour d'une table de salle à manger. Un lustre au-dessus de nos têtes, que ma mère avait acheté pour un enterrement, et qu'elle n'avait jamais décroché. Ils pensaient savoir qui j'étais. Une fille divorcée, une fille fiable, celle qui est toujours d'accord. Ils avaient oublié que je gagne ma vie en lisant. Au moment où j'ai tendu la main vers mon stylo, ma mère avait déjà cessé de respirer. Bon retour sur Calm Drama Story. Prenez vos encas, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas, les personnes de ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire, et assurez-vous de vous abonner. Vous allez adorer être ici. J'étais de retour dans mon propre appartement depuis 11 mois, ce qui correspond à peu près au temps qu'il faut à une femme, pour arrêter de tressaillir quand le téléphone sonne. L'endroit était un 2 pièces au-dessus d'un pressing, sur Ridge Street, à Clarendon Mills, une ville de 9000 habitants, avec un seul feu de circulation qui clignotait en orange après 21 heures. J'avais pris l'appartement 2 semaines après que mon divorce a été prononcé. Le loyer était de 640 €. Le plafond était en pente dans la chambre. Le radiateur claquait chaque mois de mars. C'était à moi. J'avais 41 ans. Je travaillais comme assistante juridique chez Alverson et Pratt, un cabinet de droit de la famille sur la place, à 2 pâtés de maison du palais de justice. Je lisais des documents pour gagner ma vie. J'avais fait 2 fausses couches pendant mon mariage, et ma famille avait traité ces pertes comme des chaussettes disparues, égarées, gênantes, ne valant pas la peine d'être cherchées. Ce dimanche-là, j'avais des déclarations d'impôts étalées sur ma table de cuisine, et la bouilloire était allumée. Le téléphone a sonné, ce qui n'était pas inhabituel, car ma tante Lilian appelait le dimanche. « Ta mère a été silencieuse, dit-elle, d'une manière qui ne me plaît pas. » Je lui ai répondu que maman était probablement juste fatiguée. Je l'ai dit, parce que c'était plus facile que de réfléchir à ce qu'elle sous-entendait. « Elena, a dit ma tante, ta mère ne fait pas dans le silence. Ta mère fait dans la stratégie. » J'ai ri. J'ai remis la bouilloire en marche. Tante Lilian lisait la météo depuis 60 ans. Elle pouvait sentir une tempête à travers une ligne téléphonique. Nous avons parlé de ces orchidées. Nous avons parlé du toit des Mitchell. Pâques est dans 2 semaines, a-t-elle dit, avant de raccrocher. J'ai dit que j'y serais. Elle a dit ce qui, dans notre famille, n'était pas un accord. C'était un reçu. Vous, les femmes à qui l'on a déjà accordé une faveur attachée à des ficelles invisibles, vous savez déjà que l'heure des comptes finira par sonner. Les 6 semaines étaient les 6 semaines, 42 jours, 4 machines à laver, une bouteille d'après-shampoing partagée par accident. J'avais emménagé dans la chambre d'amis de Margaret un mardi d'avril l'année précédente, avec 2 valises et une caisse de transport pour chat dont je n'avais pas besoin, car le chat était resté avec mon ex-mari. J'avais payé 900 € pour les courses, pendant ce séjour. J'avais nettoyé sa cuisine 2 fois, parce que nettoyer une cuisine, c'est ma façon de m'excuser d'y exister. J'étais parti le 2e samedi de mai. Dans mon expérience, une faveur que vous n'avez pas demandée, c'est une facture que quelqu'un a déjà rédigée dans sa tête. Margaret y ajoutait des intérêts depuis 1994. Elle avait commencé à le mentionner à Thanksgiving, en le glissant dans la purée, quand tu vivais avec nous. J'avais apporté mes propres draps. Margaret m'a quand même fait payer le matelas, sous forme de récit. À Noël, c'était devenu une phrase complète. Nous avons recueilli Elena quand elle n'avait nulle part où aller. À Pâques, l'année précédant celle-ci, ma cousine Bev m'avait demandé s'il était vrai que j'y étais resté tout un été. Je lui avais dit que non. Bev m'avait regardé, comme si c'était moi qui réécrivais l'histoire. C'était ça, le problème quand on grandissait dans notre famille. Vous n'aviez pas le droit de conserver votre propre histoire. Elle était prise, réécrite, et on vous la relisait avec une nouvelle page de titre. J'avais laissé passer. J'avais pensé que laisser passer, c'était la même chose qu'être au-dessus de ça. En avril, 1 an plus tard, pendant que je versais le thé et que j'écoutais ma tante me mettre en garde contre la météo, Margaret avait déjà commencé à imprimer. Avant de vous raconter ce qu'ils ont fait, j'ai besoin que vous compreniez que ma sœur n'était pas un monstre.
Ma sœur était une femme à qui son propre corps avait dit non 3 fois. Margaret avait 44 ans, elle était directrice d'école primaire à Eastview, le genre de femme qui envoyait des cartes de Noël avec un portrait de famille en pulls assortis, même sans enfants dans le cadre. Surtout sans enfants dans le cadre. Elle et Trevor essayaient depuis 10 ans, 3 cycles de FIV, 118 000 € de leur poche après l'assurance, provenant principalement d'un héritage que notre grand-mère leur avait laissé à son décès en 2019. Avec des opinions bien arrêtées sur des arrière-petits-enfants qu'elle ne rencontrerait jamais. J'avais raccompagné Margaret chez elle, après son 2e prélèvement d'ovocytes. Je lui avais tenu la main dans le parking de la clinique, pendant qu'elle pleurait sur un muffin au son. J'avais sincèrement eu de la peine pour elle. Vous pouvez avoir de la peine pour quelqu'un, et tout de même refuser de financer sa prochaine idée. Le chagrin, chez ma sœur, était comme un levain naturel gardé trop longtemps. Quelqu'un aurait dû le jeter. Nous avons continué à le nourrir. Un corps à qui l'on a dit non 3 fois, n'entend pas toujours le non, quand une 4e femme le prononce. J'avais surpris ma mère, le Thanksgiving précédent, dans le garde-manger, parlant à voix basse à Margaret des prochaines étapes. Elle n'utilise son corps pour rien en ce moment. Ma mère avait dit elle, c'est-à-dire moi. Son, c'est-à-dire le corps qui m'est attaché. Je m'étais tenu dans le couloir, avec une cuillère de service à la main. J'avais avalé cette phrase toute crue, de la même façon que l'on avale une pilule de travers, en sachant qu'elle est coincée, et en sachant qu'elle finira bien par descendre. Je ne l'avais dit à personne. Je ne l'avais même pas dit à tante Lilian. J'avais été trop occupé à être raisonnable à ce sujet. Ma mère a téléphoné un jeudi, ce qui était déjà le premier avertissement, car ma mère ne téléphonait que le dimanche. Elena, chérie, repas de Pâques à 16 h. Ton père veut te voir. Mon père n'avait pas demandé à me voir depuis 11 mois. Mon père n'avait pas l'habitude de demander. Mon père avait l'habitude d'opiner du chef. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Toute la famille sera là, a-t-elle poursuivi. Trevor vient. Oncle Don prend l'avion depuis l'Ohio. Nous nous sommes dit que ce serait sympa. Juste une belle soirée. Rien de stressant. J'ai écrit le mot stressant sur mon bloc-notes de course. Je l'ai souligné. Oncle Don vient, ai-je demandé. Oh, il avait un voyage de prévu de toute façon, a-t-elle répondu, ce qui est la phrase que ma mère a utilisée pour chaque embuscade coordonnée de ma vie. Nous avons parlé du jambon. Nous avons discuté pour savoir si j'apporterais du vin. J'ai dit que je le ferais. Dans ma famille, l'expression rien de stressant a précédé chaque enterrement, chaque licenciement, et une ordonnance d'éloignement. Après qu'elle a raccroché, je suis resté devant mon évier, et j'ai laissé couler l'eau pendant un moment. Ma tante Lilian avait prononcé le mot silencieuse. Ma mère avait prononcé le mot famille. Mon père avait demandé à me voir, ce qui n'était pas quelque chose que mon père faisait. Une femme qui annonce qu'elle est prête à se sacrifier va, 9 fois sur 10, arriver à table avec une liste de sacrifices, et ce seront généralement les vôtres. Je me suis essuyé les mains. J'ai rappelé ma tante. J'ai dit, je crois qu'il faut qu'on prenne un café ce samedi. Elle a répondu, j'ai déjà fait une tarte. C'était de cette façon que nous acceptions, dans notre famille, de nous préparer à la guerre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert la bibliothèque de modèles de contrat du cabinet. J'ai cliqué sur un dossier étiqueté gestation pour autrui. J'ai lu pendant 2 heures. Ma tante Lilian avait 3 règles de vie, lis tes propres beaux, fais pousser au moins une chose qui fleurit en février, et ne fais jamais confiance à une femme qui cuisine un jambon pour négocier. Elle vivait à 11 miles à l'extérieur de la ville, dans une ferme que son mari lui avait laissée à son décès en 2011. Des orchidées sur chaque rebord de fenêtre. Violette du côté sud, blanche à l'est, jaune dans la cuisine, là où la lumière du matin entrait à travers un bocal en verre. Ma tante cultivait les orchidées de la même manière que certaines femmes gardent des secrets, silencieusement, patiemment, avec un vaporisateur, et sans aucun commentaire. J'ai conduit jusque-là ce samedi-là. Elle avait une tarte aux cerises sur la table, et le café était déjà servi. Ta mère m'a appelé mardi, a-t-elle dit, pour me demander si je pensais que tu avais déjà envisagé d'avoir un autre bébé. J'ai posé ma fourchette. Je lui ai répondu que je pensais que tu avais arrêté d'avoir cette conversation avec cette famille, depuis longtemps. Elle a continué. Elle a dit, eh bien, Lilian, les temps changent.
Ma tante m'a regardé avec ses yeux pâles et patients. Les temps ne changent pas, Elena. Les gens deviennent juste plus audacieux. Elle m'a raconté, à ce moment-là, une histoire que je n'avais jamais entendue, sur l'époque où elle avait 19 ans, sur une grossesse dont on lui avait dit de s'occuper, sur un choix pour lequel sa propre mère avait refusé d'utiliser le mot exact. Je ne répéterai pas les détails qu'elle m'a donnés. Je vous dirai seulement qu'elle les avait gardés en elle pendant 53 ans, et qu'elle les a livrés un samedi matin, autour d'une tarte aux cerises. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a serré la main à la porte. « Quoi qu'il te demande, lis-le », a-t-elle dit. « Ne te contente pas d'écouter, lis-le. » J'ai dit que je le ferais. La page 4, a-t-elle ajouté. Les choses importantes vivent toujours à la page 4. Dimanche de Pâques, 15h47 de l'après-midi. Je me suis garé dans l'allée de mes parents. Il y avait 5 voitures garées pour un dîner de 4 personnes, la Buick de mon père, la Torue de ma mère, le Forester de Margaret, le F-150 de Trevor, et une Impala de location argentée, avec un autocollant de l'aéroport de Cincinnati, ce qui signifiait qu'oncle Don avait pris l'avion. Et n'avait dit à personne que c'était pour moi. Oncle Don était le cousin de mon père, pas exactement mon oncle. Un avocat en droit de la famille dans l'Ohio, et pas le favori de ma mère, ce qui rendait sa présence d'autant plus bruyante. Je suis resté assise dans ma Corolla pendant 1 minute. J'ai compté les voitures 2 fois. Il y avait 5 voitures dans l'allée de mes parents pour un dîner de 4 personnes, ce qui signifiait que ma mère avait invité des témoins, ce qui signifiait que ma mère avait invité un verdict. Je suis sorti. J'ai remonté l'allée en béton, en passant devant les listes de Porsche que ma mère avait installées à un moment donné avant midi, tout droit venu du rayon des fleurs, et j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte trop vite. Son sourire était large. Elle m'a serré dans ses bras, plus fort qu'elle ne l'avait fait en 3 ans. Ma chérie, a-t-elle dit. Le mot chérie n'avait pas été déployé depuis 2018. Je l'ai classé dans un coin de ma tête. À l'intérieur, le lustre brillait de 1000 feux à 15h50, en plein mois d'avril. Le lustre de ma mère avait été acheté pour un enterrement. Il était resté. Trevor était près du buffet, buvant un thé glacé qu'il ne buvait pas vraiment. Il m'a tendu la main. La poignée de main de Trevor donnait l'impression d'un homme essayant de se rappeler s'il avait verrouillé la voiture. Margaret se tenait dans l'arcade entre la cuisine et la salle à manger. Elle a soutenu mon regard 1 seconde de trop. Elle portait un chemisier couleur perle, que je l'avais vu porter exactement 1 fois auparavant, lors de son 10e anniversaire de mariage. C'était son chemisier pour demander quelque chose. Oncle Don m'a fait un petit signe de la main depuis le canapé. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas parlé. Et puis, j'ai vu le dossier. Couleur crème, épais, placé sur le buffet à côté du plat contenant le jambon, comme si les deux appartenaient au même repas. Le dossier avait un petit trombone sur le coin de la première page. Quelqu'un avait pris le temps de l'aligner parfaitement. Dans le salon, la fille de ma cousine issue de Germain, Ellie, qui avait 7 ans, regardait un film Pixar avec le volume à fond. Ma mère l'avait mise là exprès. Ellie n'entendrait pas ce qui allait suivre. Vous, les sœurs qui avez déjà été qualifiées de celle qui fait des drames avant même de vous asseoir, vous savez ce que cela signifie, quand la famille serre les rangs autour d'un dossier. Nous nous sommes assis. Ma mère en bout de table, mon père en face d'elle, Margaret et Trevor d'un côté, moi seul de l'autre, avec oncle Don 2 chaises plus loin, espacées de sorte que la distance entre nous paraisse accidentelle. Mon père a dit le bénédicité. Ma mère a fait passer le jambon. Le jambon est arrivé piqué de clous de girofle, selon un motif que j'ai reconnu de 1997, l'espacement exact de ma grand-mère. C'était la seule chose dans la pièce qui ne prétendait pas être autre chose. Nous avons parlé du toit des Mitchell. Nous avons discuté pour savoir s'il neigerait encore 1 fois. Margaret n'a pas touché à son vin. La jambe de Trevor rebondissait sous la table, à un rythme que je pouvais compter. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au buffet, là où le dossier attendait. J'ai mangé un morceau de jambon. J'ai mangé une cuillerée de gratin de haricots verts. J'ai bu une gorgée de vin. J'ai attendu. J'avais appris très jeune que ma famille n'allait jamais droit au but. Ma famille tournait autour du but. Ma famille vous posait des questions sur votre travail, votre appartement, le kilométrage de votre voiture, et puis, une fois que vous aviez expiré, elle posait le but en travers de votre assiette,
comme un couteau à côté d'une fourchette. Ma mère s'est éclaircie la gorge, à 3 minutes et 6 secondes. Elena, chérie, ta sœur et Trevor ont réfléchi à quelque chose, à un moyen pour eux d'avancer. Nous voulions t'en parler en famille. J'ai posé ma fourchette. J'ai souri du sourire poli que je gardais pour les fêtes de fin d'année du cabinet. D'accord, ai-je dit. Margaret a tendu la main vers le buffet. Elle n'a pas croisé mon regard. Trevor a regardé son assiette. Les mains de ma mère étaient croisées sous la table, sur ses genoux, ce qui était son tic nerveux. Elle l'avait fait en 1996, quand elle voulait que j'arrête la pièce de théâtre de l'école, et en 2004, quand elle voulait que je rompe avec un garçon nommé Caleb Voss. Oncle Don a pris une longue gorgée de son thé glacé, et ne l'a pas reposé. Margaret a attrapé le dossier. Trevor n'a pas croisé mon regard. J'ai posé ma fourchette, et j'ai attendu de la façon dont ma tante m'avait appris à attendre. Ma mère n'avait pas pris une seule bouchée de nourriture. Ma mère a parlé pendant 2 minutes et 40 secondes, sans reprendre son souffle, ce qui m'a prouvé qu'elle l'avait appris par cœur. Elena, nous sommes une famille. Nous avons toujours été une famille. Nous croyons que la famille prend soin de la famille. Et en ce moment, ta sœur traverse une période de douleur. Elle a fait une pause, à l'endroit exact où un saut de paragraphe aurait dû être. Margaret et Trevor essaient d'avoir un bébé depuis 10 ans. 3 cycles. 3. Elena, tu le sais, tu étais là, et ta sœur a été si courageuse. J'ai hoché la tête une fois, un petit hochement poli. Il y a une option, a poursuivi ma mère. Une option magnifique. La gestation pour autrui altruiste, un don d'amour entre sœurs. La médecine moderne l'a rendu fondamentalement sûr. Et toi, ma chérie, tu traverses toi-même une période de transition. Cela pourrait être une période de sens, une période dédiée à la famille. Je n'ai pas cligné des yeux. C'était au tour de Margaret. Elle avait une larme prête à couler de son œil gauche, de la façon dont elle s'était exercée. Elle a tendu la main à travers la table, et a pris la mienne. Elena, a-t-elle dit, tu es la seule à pouvoir faire ça. Margaret s'entraînait à souffrir devant le miroir du couloir depuis 1989. Arrivée à Pâques, elle maîtrisait parfaitement la larme unique de l'œil gauche. Trevor a hoché la tête. Il n'a rien dit. Mon père a hoché la tête. Il n'a rien dit. Oncle Don a fait tourner son thé glacé. La glace avait fondu. J'ai compté le nombre de fois où ma mère avait utilisé le mot « famille ». 7. J'ai laissé la main de Margaret sur la mienne. Je n'ai pas serré en retour. Tu es la seule à pouvoir faire ça, a-t-elle répété, ce qui, dans ma famille, a toujours signifié, tu es la seule que nous n'ayons pas déjà épuisée. J'ai besoin d'une minute pour comprendre ce qu'on me demande, ai-je répondu. Le visage de ma mère a changé. La voix douce a disparu. Sa mâchoire s'est contractée, de la même façon qu'elle s'était contractée de l'autre côté d'une table de cuisine en 1993, quand je lui avais dit que je ne voulais plus prendre de cours de piano. Elena, ta sœur t'a recueilli quand tu n'avais nulle part où aller. Tu lui en dois une. Le mot au devoir. Ma mère a prononcé les mots tu lui en dois une avec la cadence exacte qu'elle avait utilisée en 1996, quand j'avais emprunté ses ciseaux de couture, et que j'avais oublié de les ranger. J'ai regardé mon père. Mon père a hoché la tête. J'ai regardé Trevor. Trevor a regardé son assiette. Margaret a fait un petit bruit. Pas tout à fait un sanglot, plutôt une correction. C'est un don, Elena, a-t-elle dit. Pas un paiement. Mais nous espérons que tu vois ce que cette famille a fait pour toi, après tout. Après tout. Le divorce, le déménagement, le fait que je n'avais rien demandé, qu'on m'avait donné une chambre d'amis pendant 42 jours, et que j'avais payé ma propre part pendant tout ce temps. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien élevé du tout. Mon visage n'a pas changé. J'avais regardé ma tante Lilian gérer sa ferme pendant 13 ans après la mort de son mari, et j'avais appris d'elle que le calme n'était pas l'absence de sentiments. Le calme, c'était la présence du choix. J'ai plié ma serviette. Je l'ai posée à côté de mon assiette. Je l'ai lissée une fois avec 2 doigts. J'ai demandé à voir ce qu'ils avaient préparé. La main de ma sœur est allée vers le dossier avant même que je n'ai terminé ma phrase. Elle l'a fait glisser à travers la table,
comme si elle me servait un plat. Et j'ai compris, à cet instant précis, qu'elle avait répété ce mouvement aussi, plusieurs fois, dans cette même pièce, sous le regard de ma mère. Le dossier contenait 18 pages d'un très beau papier. Pas du papier d'imprimante, du papier cartonné crème, du 90 grammes si je devais deviner. Il avait été imprimé dans un endroit qui fait des faire-part de mariage. Quelqu'un avait payé pour ça. La page de titre indiquait « Accord de gestation pour autrui altruiste ». En dessous, dans une police plus petite, entre Margaret Ann Caldwell, mère d'intention, et ligne vide, gestatrice. La ligne vide était pour ma signature. Il ne l'avait pas remplie. Ce détail, à lui seul, m'indiquait quelque chose. J'aimerais le lire maintenant, ai-je dit, si cela ne vous dérange pas. Ma mère a ri une fois, un petit rire faux. Oh, chérie, tu n'as pas besoin de lire chaque mot. L'oncle Don a demandé à des avocats d'y jeter un œil. C'est du standard. J'ai regardé Oncle Don. Oncle Don ne m'a pas regardé. Je suis assistante juridique, maman, ai-je répondu. On reconnaît toujours un contrat rédigé pour intimider. Les marges s'amincissent autour des clauses qui comptent. Je sais ce que tu es, Helena, a-t-elle dit. Et sa voix avait un petit côté tranchant, comme le rebord d'une boîte de conserve. Je dis juste que nous n'avons pas besoin de transformer un dîner de famille en tribunal. Trevor est intervenu, très doucement. Laisse-la lire. Il n'a pas regardé ma sœur quand il l'a dit. La tête de ma sœur s'est tournée vers lui d'un petit centimètre, et s'est arrêtée. La culpabilité, dans notre famille, s'assaisonnait progressivement, de la façon dont on culotte une poêle en fonte. Quand j'ai eu 30 ans, j'avais une finition miroir. J'ai ouvert à la page 1. J'ai aplati la reliure avec le tranchant de ma main. J'ai commencé. Le lustre au-dessus de moi ne m'a pas semblé tout à fait aussi brillant. Oncle Don a pris une petite serviette en papier sur la pile près de son verre, et l'a pressée contre son front. Il avait commencé à transpirer. La page 1 était une cathédrale, une architecture de gentillesse, avec des plafonds voûtés de dons, de famille, et d'amour. J'ai lu à haute voix. J'ai lu au rythme où je lis au travail, c'est-à-dire une phrase par respiration. Attendu que la mère d'intention, Margaret Ann Caldwell, a subi 3 tentatives infructueuses de fécondation in vitro, totalisant 118 427 €. Margaret a tressailli au montant. Je l'ai noté. J'ai continué à lire. Point et attendu que la gestatrice, étant la sœur de la mère d'intention, souhaite faire un don d'amour à sa famille, et que les parents d'intention souhaitent recevoir ce don dans un esprit d'altruisme. Le mot altruiste est apparu 4 fois avant la page 2, ce qui, dans mon métier, est environ 3 fois plus que nécessaire. J'ai lu de pires contrats. Je n'en ai jamais lu un imprimé sur du plus beau papier. Point les parties conclues par la présente cet accord librement, sans coercition, avec une pleine compréhension des droits accordés et auxquels il est renoncé. Sans coercition. Je n'ai pas prononcé le mot à haute voix. Je l'ai classé. J'ai gardé mon visage impassible. J'ai gardé ma voix neutre. Ma mère avait commencé à avoir l'air satisfaite d'elle-même. Ma sœur avait relâché ses épaules d'un demi-centimètre. Au cours de ma carrière, j'ai lu des dizaines de contrats qui disaient sans coercition à la page 1. 90% d'entre eux continuaient en élaborant la coercition d'ici la page 4. Point et souhaite célébrer le miracle de la famille. J'ai fermé la page 1. J'ai pressé la pliure. J'ai tourné à la page 2. Ma mère a dit, tu vois? C'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai dit, Margaret a ajouté, ça l'est vraiment, Helena. Mon père a hoché la tête. Oncle Don étudiait son thé glacé comme s'il lui devait de l'argent. La page 2 introduisait l'argent, ce qui est là où l'altruisme commence historiquement à transpirer. Une liste de dépenses remboursables, soigneusement détaillée. 4 200 € par trimestre pour les vêtements de maternité, payés à Margaret. 800 € par mois pour les compléments alimentaires, payés à Margaret. Le kilométrage pour les allers-retours au rendez-vous, versé sur un compte joint au nom de Margaret. Les frais de parking à la clinique de médecine de la reproduction. Les repas les jours de clinique, plafonnés à 24 €. Nulle part sur la page 2, l'argent n'allait vers moi. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai continué à lire. Les communications médicales devaient être gérées par la mère d'intention.
la gestatrice autorise par la présente la mère d'intention à recevoir en son nom toutes les communications relatives aux soins médicaux, aux tests prénataux, et aux recommandations cliniques du ou des médecins traitants. En son nom. Je ne recevrai pas mes propres informations médicales. Je n'appellerai pas mon propre médecin. Je n'obtiendrai pas mes propres résultats d'analyse. Je serai, d'un point de vue juridique, une pièce avec un réfrigérateur à l'intérieur, dont ma sœur détenait la seule clé. Lors d'un séminaire pour assistants juridiques, 3 ans plus tôt, un juge aux affaires familiales de Columbus s'était tenu à un pupitre, dans une salle de réception d'hôtel, et avait prononcé l'expression au langage de coercition devant 300 d'entre nous, au-dessus de café tiède. Il avait dessiné sur un tableau blanc. Il avait dit, vous le reconnaîtrez quand vous le verrez, et vous le verrez le plus souvent sur la 2e page. J'avais noté cela dans un cahier à spirale que je possédais encore. J'ai tourné à la page 3. Margaret a corrigé sa posture. Ma mère s'est tamponnée la lèvre avec une serviette. Oncle Don n'avait pas bougé depuis 4 minutes. Quelqu'un dans un cabinet d'avocat de luxe avait facturé ma sœur à l'heure, pour la phrase qui faisait de mon corps une pièce avec un verrou à l'extérieur. La page 3 me demandait de remettre mon corps, phrase par phrase, via des noms de marque. Régime alimentaire obligatoire. Contrôle de poids hebdomadaire obligatoire. Repos au lit obligatoire, commençant à tout moment où le médecin de la mère d'intention, pas le mien, le recommanderait. Marque de vitamines prénatales obligatoire spécifiée, paquet quotidien prénato-nataliste. Aucune substitution sans consentement écrit. Restriction de voyage, aucun trajet de plus de 2 heures depuis mon domicile déclaré, sans l'autorisation écrite de la mère d'intention. Séances psychologiques obligatoires toutes les 2 semaines, avec un conseiller sélectionné par la mère d'intention. Clause 8, la gestatrice accepte de s'abstenir de toute décision médicale élective sans autorisation écrite préalable. Je n'ai pas levé les yeux. Mon pouls est resté stable. Ma mâchoire, elle, non. Laissez-moi vous parler du mot altruiste. L'altruisme est un mot très bien habillé. L'altruisme possède un beau blazer et des chaussures confortables. L'altruisme s'assoira en face de vous, autour d'un jambon au miel et d'un gratin de haricots verts, et vous regardera droit dans les yeux, pendant que son autre main s'étendra à travers la table pour attraper votre utérus, et 118 000 € d'indemnisation. L'altruisme, dans mon expérience, c'est le nom que la cupidité se choisit quand on la prend en photo. Je n'ai pas dit cela à haute voix. Je l'ai dit seulement à l'intérieur de la cuisine de ma propre tête, là où ma tante se tenait avec un vaporisateur, en hochant la tête. La clause 8 se terminait par le mot autorisation, ce qui, dans ce contexte, signifiait permission, ce qui, dans ce contexte, signifiait propriété. J'ai tourné la page. Mon père avait finalement levé les yeux. Il m'observait, et je ne pouvais pas lire son visage. Je pouvais seulement lire qu'il savait que c'était l'avant-dernière page. Je pouvais lire qu'il avait compté. C'est là que j'ai compris que mon père avait lu ce contrat avant Pâques, et qu'il ne me l'avait pas dit. La salle à manger avait sombré dans ce genre de silence où l'on entend le réfrigérateur, et le réfrigérateur de mes parents était bruyant. Je n'avais pas parlé depuis 4 minutes. Tout le monde m'observait. Margaret a essayé la première. C'est très standard, Helena. J'ai répondu avec douceur, ça ne l'est pas. Ma mère a de nouveau cherché sa voix douce. Chérie, on peut parler de n'importe quel point. Rien n'est gravé dans le marbre. Nous te montrons juste ce que nous avons jusqu'à présent. Je n'ai pas levé les yeux. Oncle Don s'est éclairci la gorge. Tout est négociable, bien sûr. Il l'a dit de la façon dont un homme dit négociable quand il a été payé d'avance. J'ai tourné une feuille. J'en étais maintenant à la dernière ligne de la page 3. Trevor a dit à voix basse à Margaret, Maggie. Elle n'a pas répondu. On ne peut pas poursuivre une assistante juridique pour avoir lu. C'était la pensée à laquelle je revenais sans cesse. Vous pouvez refuser de renouveler son contrat. Vous pouvez l'exclure du groupe de discussion familiale. Vous pouvez envoyer un cousin lui demander si elle a besoin d'un psy, mais le document lui-même, une fois placé devant elle, était juridiquement et moralement lisible, et lu. Et je l'ai lu. La main de mon père était à présent à plat sur la table. Son pouce a bougé une fois. Je l'ai observé. Quelque part derrière moi, dans le salon, Ellie a ri devant le film. Un rire brillant et insouciant.
Le genre de rire qui vous rappelait que quelqu'un dans cette maison était encore assez petit pour être protégé. J'ai tourné à la page 4. La voix de ma tante résonnait dans ma tête. Les choses vivent toujours à la page 4. Je ne savais pas encore ce que contenait la page 4, mais ma tante m'avait dit de le chercher. Et ma tante avait un bilan parfait sur 60 ans pour la météo. J'ai inspiré. J'ai aplati la pliure. J'ai lu. Je vais faire une pause ici pour une petite minute, car si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous et moi savons très bien quel genre de soirée c'était en train de devenir. Si cette histoire touche un point sensible, si vous avez déjà traversé un divorce dans une chambre d'amis, si vous savez comment 6 semaines deviennent 40 ans dans le livre de compte de quelqu'un d'autre, si on vous a déjà dit que vous deviez à un membre de votre famille votre corps, votre argent, ou votre silence, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Porsche, et je saurai. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à Calm Drama Story. Je vous garde une chaise sur ce Porsche, tous les soirs. Maintenant, la page 4. La clause 10 comportait 24 mots. La plupart des phrases importantes de ma carrière ont été plus courtes qu'une liste de courses. Dès l'implantation, la gestatrice renonce à tous les droits parentaux sur l'embryon, le fœtus, et l'enfant qui en résulte, à perpétuité et de façon irrévocable. Quelqu'un avait souligné le mot irrévocable. Quelqu'un avait, avec un fin stylo noir, tracé une petite ligne en dessous. Quelqu'un avait estimé que cela nécessitait d'être souligné, dans un document remis à la personne qu'il dépouillait de ses droits. Page 4. Les pages 1 à 3 sont pour les caméras. La page 4, c'est toujours là qu'on garde le couteau. On coud un ourlet de la même façon qu'on dit non à sa famille. 2 petits points, une ligne droite, et on ne tire pas sur le fil une fois qu'il est posé. Je n'ai pas cousu. Je n'ai pas tiré. J'ai marqué la marge avec le bout de l'ongle de mon pouce. Juste un petit croissant. Une astuce d'assistante juridique. Invisible, à moins de savoir quoi chercher. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas réagi. De l'autre côté de la table, les mains de Margaret étaient retournées sur ses genoux. Sa bouche formait une petite ligne droite. Les yeux de ma mère étaient braqués sur moi, comme des phares sur un cerf. La plupart des États n'autorisent pas une renonciation aux droits parentaux avant l'implantation, sans l'avis d'un avocat indépendant des parents d'intention. Ce contrat, par sa conception même, n'en offrait aucun. Ma signature devait être apposée à une table à manger, dans la salle à manger de ma mère, en face de ma sœur et de son mari, avec un avocat de la famille venu de l'Ohio, qui regardait fondre sa propre glace. Aucun conseil indépendant, aucun délai de réflexion, aucun témoin extérieur à la famille. La coercition, avait dit le juge de Columbus ce matin-là, 3 ans plus tôt, est structurelle. J'ai enfoncé l'ongle de mon pouce dans la marge. J'ai tourné à la clause 11. La clause 11 était la bonne. Chaque contrat en a une, la clause dont l'auteur a oublié que les assistants juridiques existent. La mère d'intention conserve l'autorité exclusive pour sélectionner les caractéristiques de l'embryon, y compris, mais sans s'y limiter, le sexe génétique, et se réserve le droit, à sa seule discrétion, de demander l'interruption de la grossesse avant 24 semaines de gestation. Si les résultats du dépistage génétique se situent en dehors des paramètres préférés. Je l'ai lu, puis je l'ai relu. Je n'ai pas changé ma façon de respirer. Je m'étais entraîné, en 14 ans de lecture de documents dans les couloirs des tribunaux, à ne pas changer de respiration en public. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose de petit s'est fermé. Un contrat qui vous demande d'héberger une grossesse avec une fenêtre de retour, n'est pas un don. C'est un contrat de location. Je m'occupe de location pour gagner ma vie. Sexe génétique, paramètres préférés, seule discrétion, interruption de la grossesse. 4 mots qui transformaient mon corps en un véhicule que l'on pouvait garer sur le bas-côté et vider, si la livraison n'avait pas la bonne couleur de papier cadeau. Mes yeux se sont levés lentement, non pas vers Margaret, mais vers Trevor. Trevor avait pris la couleur du liquide vaisselle. Ses lèvres étaient entr'ouvertes. Sa main était à plat contre la table, comme s'il essayait de stabiliser une maison lors d'un tremblement de terre que lui seul pouvait ressentir. J'ai regardé ma sœur. L'expression de ma sœur n'avait pas changé. Elle attendait que je continue à lire. Elle n'était pas, j'ai alors compris, surprise par la clause 11. Elle l'avait rédigée, ou l'avait demandée, ou l'avait validée. Elle savait.
Ma mère a attrapé son vin, a pris une longue et lente gorgée, et l'a reposée avec un petit tintement contre un verre d'eau. J'ai tourné à la clause 12. Ma mère, pour la première fois de la soirée, n'a pas voulu croiser mon regard. La clause 12 était le but de tout le document. Les clauses 1 à 11 étaient le manche. La clause 12 était la lame. Dans le cas où la gestatrice retire son accord pour procéder à tout moment après la signature de ce document, elle sera tenue responsable du remboursement intégral de tous les coûts antérieurs liés à la FIV, engagés par les parents d'intention, pour un montant de 118 427 €. Plus les honoraires d'avocat raisonnables. Le chiffre exact, au euro près. Il n'avait pas arrondi au chiffre supérieur. Il n'avait pas arrondi au chiffre inférieur. Il l'avait écrit avec les centimes. Quelqu'un avait voulu les centimes. Le contrat reposait entre nous comme une casserole laissée à feu doux, silencieuse, mais on pouvait sentir qu'elle commençait à brûler. Il ne m'avait pas demandé d'être mère porteuse. Il m'avait demandé de signer pour entrer dans une cage, et avait payé un avocat pour en forger la porte. 118 000 € si jamais je disais non. Pas si je rompais le contrat, si je retirais mon accord à tout moment, ce qui, en tant qu'assistante juridique, je le comprenais, signifiait qu'après ma signature, chaque futur non me coûterait tout ce que je possédais. Mon appartement, ma voiture, mes économies issues de l'accord de divorce, mon emploi probablement, une fois qu'ils s'en prendraient à mon salaire. Ils avaient voulu rendre le non impossible. J'ai baissé les yeux sur la page. La marque de mon ongle sur la clause 10 était toujours là. Une petite indentation blanche. J'ai pensé très brièvement aux clientes que j'avais vues entraîner dans des pièges similaires. Des femmes qui avaient signé de bonne foi, et avaient passé 5 ans à en sortir. J'ai pensé aux orchidées de ma tante sur le rebord de la fenêtre. J'ai pensé au stylo à encre bleue dans mon sac à main, le stylo qu'elle m'avait offert à Noël. J'ai glissé la main vers mon sac à main. Depuis 14 ans, je lisais des contrats pour gagner ma vie. La plupart d'entre eux étaient ennuyeux. Une petite poignée d'entre eux étaient des armes. Celui-ci avait été tapé par quelqu'un qui avait arrêté de faire semblant. La page 4, c'est là que l'amour cesse d'être de l'amour, et devient une garantie. J'ai compris, sans émotion, exactement ce que je tenais. Indemnisation complète, plus renonciation irrévocable, plus clause de sélection, plus pénalité financière. Égale architecture de coercition classique. N'importe quel juge l'examinerait à la loupe. N'importe quel avocat à moitié décent aurait refusé de le rédiger. N'importe quel assistant juridique, lors de sa 2e semaine de formation, aurait pu le signaler. C'était un document conçu pour ne pas être lu. C'était un document conçu pour être signé lors d'une soirée émouvante, devant une famille, après un discours, après un jambon, après un mot comme devoir. J'ai regardé brièvement Oncle Don. Oncle Don étudiait l'anneau de condensation que son thé glacé avait laissé sur la nappe de ma mère. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il savait ce qu'il y avait dans le dossier de sa nièce. Il le savait quand il a conduit depuis l'aéroport. Il le savait quand il m'a serré la main sur le porche. Il a laissé faire quand même. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti la clarté propre et froide d'une femme qui comprend qu'elle a été sous-estimée pendant 41 ans. Je ne le savais pas encore, mais au moment où j'ai mis la main dans mon sac à main, chaque relation dans cette pièce était déjà en train de se terminer. Certaines se termineraient ce soir-là, quand je repousserais le dossier. Certaines se termineraient le mardi matin, quand ma sœur choisirait son public. Certaines se termineraient sur une courbe plus longue, de la façon lente dont les pièces se vident après une fuite de gaz. J'ai pris dans mon sac à main le stylo que ma tante m'avait offert à Noël. Encre bleue, pointe fine, jamais rendue. J'ai débouché le stylo. Le clic a été plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai trouvé la clause 11 sur la page 4. La clause de sélection et de rejet. Celle qui me demandait de vider une grossesse si l'enfant n'était pas du bon sexe. J'ai tracé un cercle lent autour d'elle. Pas rapide, pas en colère. Propre, avec une pression régulière. Propre, comme une assistante juridique. Le genre de cercle qu'on apprend à tracer autour d'une clause qu'un juge aura besoin de voir sans ambiguïté. J'ai terminé le cercle. J'ai posé le stylo sur le dessus du dossier, en diagonale, à travers la clause, de la façon dont une marque de témoin scellée est placée sur une pièce à conviction. J'ai fermé le dossier.
Je l'ai fait glisser en retour sur la nappe, avec mes 2 mains, de la façon dont on rend un plat à gratin. Ferme, poli, inébranlable. Je me suis levé. J'ai pris mon sac à main. La bouche de ma sœur s'est ouverte. La main de ma mère a volé à sa propre gorge. Les yeux de mon père se sont fermés une fois, lentement, comme face à une lumière vive. Trevor n'a pas bougé. Oncle Don a posé son thé glacé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai dit, exactement. Je ne signerai pas ceci. Je ne discuterai pas de ceci. Et j'aimerais que nous comprenions tous que j'ai entendu ce que chacun de vous a dit ce soir. Je ne l'oublierai pas. J'ai fait le tour de la table. J'ai embrassé mon père sur le front, parce que ma tante Lilian m'avait dit un jour, dans une grange froide en novembre, que la dignité est la seule chose que l'on ne peut pas reprendre une fois qu'on l'a dépensée, et qu'on ne renonce pas à l'occasion de bénir un homme qui, à force d'opiner du chef, s'est enfermé dans des pièces de plus en plus petites. Mon père n'a pas levé les yeux. Ma mère a fait un petit bruit haletant. Elena. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Dans le salon, Ellie regardait toujours son film. Une girafe était à la télévision. Elle n'a pas tourné la tête. Elle n'a pas vu. J'ai ouvert la porte. Je l'ai fermée derrière moi d'une main. Je ne l'ai pas claquée. Derrière moi, alors que je marchais vers ma voiture, ma sœur a émis le premier son honnête qu'elle avait fait de toute la soirée. Ce n'était pas un cri. C'était un bruit. Un petit bruit animal et sourd. Je l'ai entendu à travers la porte d'entrée. Je ne me suis pas retourné. Ma sœur m'a demandé de lui donner un enfant. Je lui ai donné mon silence à la place, et mon silence s'est avéré plus bruyant. J'ai conduit jusqu'à chez moi exactement à la limite de vitesse, ce qui, dans ma famille, est ce que font les gens quand ils sont furieux. Le lustre s'est estompé dans mon rétroviseur. Le ciel de Pâques était d'un gris plat de début de printemps. J'ai pris la route 29, parce qu'elle était plus longue, et j'avais besoin du chemin le plus long. Mes mains sur le volant étaient stables. Mon visage dans le rétroviseur était calme. J'ai vérifié 2 fois. Je n'avais pas l'air d'une femme qui venait de quitter une intervention planifiée. J'avais l'air d'une femme qui rentrait chez elle après un dîner de jambon. Mon téléphone sur le siège passager a commencé à vibrer. Margaret, message vocal, 37 secondes. Ma mère, message vocal, 52 secondes. Mon père, texto, s'il te plaît, reviens. Ta mère est bouleversée. Ma mère, texto, nous devons parler de ça comme des adultes. Oncle Don, silence. Il n'appellerait pas. Il calculait. Il y a un moment, dans chaque négociation, où le masque glisse d'un quart de pouce, et celui de Margaret avait glissé à exactement 19h43, le soir de Pâques, entre le jambon et le gâteau au citron. Elle n'avait pas été surprise par la clause 11. Elle n'avait pas été surprise par la clause 12. Elle n'avait été surprise que par moi. J'ai retourné le téléphone face contre le siège passager. J'ai allumé la radio. J'ai tourné le cadran jusqu'à ce que je trouve une voix basse et régulière. C'était Patsy Cline sur une station AM de Terre Haute, chantant Crazy. J'ai laissé Patsy Cline m'expliquer le reste de la soirée. Sa voix était la seule dont j'étais prête à prendre un appel. J'ai passé le panneau d'entrée de Clarendon Mills. Je ne suis pas encore rentré chez moi. J'ai tourné à gauche au feu orange clignotant. L'allée de ma tante était 10 minutes plus loin. Ma tante a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil, et a mis la bouilloire en marche sans un mot. Il était 21h04. Les orchidées sur le rebord de la fenêtre captaient la lumière du porche. La cuisine sentait la tarte aux cerises du matin, réchauffée. Je me suis assise à la table de sa cuisine. J'ai posé mon sac à main. Je lui ai raconté. Je lui ai parlé du dossier, des 18 pages de papier cartonné, de la phrase sur la famille que ma mère avait répétée, de l'oncle Don et de sa glace fondante, du jambon et de ses clous de girofle, et des vitamines de marque de la page 3. Je lui ai parlé de la clause 11. Je lui ai parlé de la clause 12. Je lui ai dit que j'avais tracé un cercle. Ma tante a écouté sans m'interrompre. Ses mains étaient croisées sur la table. Son alliance, qu'elle n'avait jamais enlevée, accrochait la lumière de l'ampoule au plafond. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Tu as bien fait. » Vraiment ? Oui.
Elle a versé 2 tasses de thé. Mais ce n'est pas encore fini, chérie. J'ai levé les yeux. Ta sœur a imprimé ce contrat sur 18 pages de papier cartonné, a dit ma tante. Elle va avoir besoin que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Elle va avoir besoin d'une histoire. Regarde ce qu'elle fera d'ici mercredi. Que va-t-elle faire? Oh, a dit ma tante, et le coin de sa bouche a bougé, elle va rendre ça public. Elle est la fille de sa mère. Et pour ceux d'entre vous qui élèvent des filles qui savent lire, apprenez-leur à lire la page 4 en premier. J'ai fixé ma tasse de thé. Je l'ai photocopiée, ai-je dit après un long moment. Le contrat. Avant le week-end. J'en ai fait une copie au bureau vendredi. J'avais un mauvais pressentiment. Ma tante a souri, d'un petit sourire lent. Elena, a-t-elle dit, tu as toujours été ta propre tante. Il restait un coup à jouer. Ma tante avait dit d'ici mercredi. Elle avait été généreuse. C'est arrivé le mardi matin. Ma sœur a attendu 37 heures, ce qui, pour ma sœur, est de la discipline. Mardi matin, 7h04. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Dileya, mon amie assistante juridique du bureau, une capture d'écran. Est-ce que ça parle de toi? Je me suis assise. Je l'ai lu. Margaret avait publié un long paragraphe théâtral, sur Facebook. Elle ne m'avait pas nommé. Elle m'avait décrite, un membre proche de la famille, quelqu'un que j'aimais, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui, après des années à avoir été soutenu par notre famille, avait choisi, dans ce que Margaret a appelé un moment profondément douloureux. Son propre confort au détriment du rêve de notre famille. Margaret a écrit sur ses 10 années d'essai, sur son corps, sur sa foi, sur le pardon, vers lequel elle disait, je cite, travailler activement. 31 commentaires déjà. 3 cousins avaient aimé. Une femme nommée Kelsey Marin, du club de lecture de Margaret, avait écrit, je suis tellement désolée pour ce que tu traverses. Margaret avait répondu avec un cœur rouge. Ma mère avait partagé la publication, avec la légende, nous avons le cœur brisé, mais nous faisons confiance à Dieu. Pas un seul mot n'était faux. Pas un seul mot n'était honnête. Une déclaration sur Facebook n'est pas une confession, mais dans ma famille, c'était la chose qui s'en rapprochait le plus. J'ai fait du café. J'ai lu le post 3 fois. J'ai lu les commentaires 2 fois. J'ai pris une longue inspiration. J'ai répondu à Dileya, peux-tu venir à la maison ce soir? J'ai besoin d'aide pour caviarder un contrat de 18 pages. Elle a répondu en moins de 20 secondes. Tu veux que je joue la politique de la terre brûlée? J'ai dit, non, je veux que tu m'aides à la jouer assistante juridique. Elle a répondu, j'arrive après le travail, j'apporte des marqueurs noirs. J'ai posé le téléphone. Tante Lilian avait dit d'ici mercredi. Tante Lilian avait été généreuse d'exactement une journée entière. Dileya est arrivée à 19h15, avec une boîte de marqueurs Sharpie noirs, et une bouteille de quelque chose qu'aucune de nous n'était censée boire un soir de semaine. Ma table de cuisine est devenue un atelier de travail. J'ai étalé la photocopie que j'avais faite le vendredi après-midi, sur le copieur du cabinet, entre 2 dossiers clients. 18 pages, papier cartonné crème rendu sur du blanc éclatant de qualité bureau, lisible à chaque ligne. Nous avons travaillé page par page. Chaque nom masqué. Chaque adresse masquée. Chaque ligne de signature masquée. L'entête du cabinet d'avocat masqué. Les initiales de l'oncle Don sur la page 2 masquée. Le nom légal complet de la mère d'intention masqué. Ce que nous avons laissé lisible, le corps du texte. Chaque numéro de clause. Chaque mot spécifique de coercition. L'expression gestation pour autrui altruiste. Le mot irrévocable. L'expression seule discrétion, l'expression interruption de la grossesse, l'expression 118 427 € plus les honoraires d'avocat raisonnables. Le langage seul racontait l'histoire. Le langage était l'acte d'accusation. À 22h40, j'ai commencé à rédiger une déclaration. Je me suis accordé 180 mots. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Je n'ai pas mentionné ma mère. Je n'ai pas mentionné la famille. J'ai écrit, ceci est un contrat de gestation pour autrui qui m'a été remis lors d'un dîner de famille, imprimé sur du papier cartonné, et que l'on m'a demandé de signer le soir même, sans conseil indépendant.
Je suis assistante juridique. Je reconnais le langage de la page 4 comme étant coercitif. Je partage ce contrat entièrement caviardé de toute information d'identification, car je crois que d'autres femmes de ma communauté ont besoin de savoir quel langage surveiller. S'il vous plaît, lisez la page 4. Dileya l'a lu une fois, puis deux. Elle a dit, Elena, c'est le plus beau meurtre sur 18 pages que j'ai jamais vu. J'ai dit, merci. À minuit, nous avions 18 pages de barre noire et un petit nombre, 118 427 €, laissés lisibles, parce que les nombres, dans mon expérience, sont la seule partie d'un contrat qui ne peut pas se cacher. Mercredi, 8 heures du matin. J'ai cliqué sur Republier. Facebook d'abord, LinkedIn en deuxième, puis un fil anonyme sur un forum de conseil juridique. Je n'ai tagué personne. Je n'ai nommé personne. J'ai joint le PDF caviardé, et mes 180 mots. J'ai fait une deuxième tasse de café. Je suis parti travailler. Vous, les mères qui m'écoutez, qui avez déjà voulu un enfant avec tellement de force, que vous avez oublié que l'enfant était une personne. Faites une pause ici. S'il vous plaît, faites une pause juste ici. À 10 heures, la publication Facebook avait 400 partages. À 14 heures, l'après-midi, elle en avait 3000. Jeudi matin, un journaliste local de la Clarendon Mills Gazette m'avait envoyé un email. Un avocat spécialisé dans les droits reproductifs d'Indianapolis avait partagé la publication avec la légende, ceci est une masterclass sur les raisons pour lesquelles un avocat indépendant est important. Un podcast sur le droit de la famille basé à Minneapolis m'avait envoyé un message via LinkedIn. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai tout envoyé à Dileya. Dileya m'a dit, je gère les médias. Toi, tu gères ton thé. À Clarendon Mills, les commentaires ont vite tourné. Une femme nommée Brenda a écrit, c'est le contrat de la publication Facebook de Margaret Caldwell d'hier. Je reconnais le chiffre de 118 427 €. Je ne sais pas quoi dire. Une autre a écrit, je suis allée à l'école avec Margaret. Elle est directrice d'école. Ça ne peut pas être elle. Une troisième, c'est elle. Elle a parlé de FIV à la réunion des parents d'élèves l'année dernière. Le post de Margaret du mardi a disparu le jeudi après-midi. Le partage de ma mère a disparu une heure plus tard. Oncle Don m'a bloqué sur Facebook, LinkedIn, et, de façon ostensible, sur Venmo. Ma tante Lilian a appelé le jeudi soir. Elle a seulement dit, j'aurai une tarte aux cerises prête pour samedi. Jeudi soir, ma sœur avait supprimé cette année de Facebook. Ma mère en avait supprimé une. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer pendant 16 heures. Je n'y ai pas répondu. J'ai mis la bouilloire en marche. Jeudi soir, 18h47. On a frappé. J'ai ouvert la porte. Trevor se tenait sur mon palier, dans les vêtements qu'il portait pour vendre du matériel chirurgical aux hôpitaux. Pantalon gris, polo bleu marine, le tour de cou de l'entreprise toujours passé autour de son cou. Trevor est arrivé dans l'uniforme qu'il portait pour vendre du matériel chirurgical aux hôpitaux, ce qui était, ai-je pensé, à peu près le bon uniforme. Il ne tenait rien dans ses mains. Elena, a-t-il dit, je ne suis pas là pour m'excuser à sa place. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas fermé la porte non plus. Je suis là, a-t-il dit, parce que j'aurais dû dire quelque chose à cette table. Je savais. J'ai su à la page 3. J'ai su avant la page 3. Il n'a pas levé les yeux de ses chaussures. Ta mère a rédigé la majeure partie de la clause 11, a-t-il dit. Elle a dit à Margaret que c'était un moyen de pression. Elle a dit que si tu avais une porte de sortie, tu la prendrais, et qu'il fallait fermer cette porte. J'ai écrit ce mot dans mon téléphone ce soir-là. Pression. Je l'ai écrit, et je n'en ai rien fait. J'ai regardé sa mâchoire se contracter. Trevor. Oui. Pourquoi me dis-tu cela? Il a levé les yeux. Parce que je suis marié à ma femme depuis 14 ans, a-t-il dit, et dimanche dernier, à cette table, je me suis rendu compte que je ne la connais pas. Un silence s'est installé pendant un moment. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Tu devrais te le dire à toi-même, maintenant. Il a cligné des yeux. C'est ce que je veux dire, ai-je ajouté. Dis-le-toi à voix haute plus tard, dans la voiture. Ce n'est pas moi qui ai besoin de l'entendre.
Il a hoché la tête. Il n'a pas pleuré sur le pas de ma porte. Il a attendu d'avoir atteint la cage d'escalier. Je l'ai entendu là, pendant 1 minute. Je ne l'ai pas suivi. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. J'ai mis la bouilloire en marche. Trevor était dans un Marriott dès le vendredi soir, ce qui, dans notre ville, est la définition géographique de party, m'a dit Dileya. Dileya avait un cousin qui travaillait à la réception. Dileya savait tout ce qui se passait dans notre ville, dans les 36 heures suivant l'événement, ce qui est à la fois un trait d'assistante juridique et un trait de petite ville, et ces deux choses m'avaient maintenu en vie cette semaine-là. Samedi après-midi, ma sœur a appelé. Pas un message vocal, pas un texto, elle a appelé. Je l'ai laissé sonner 4 fois. Puis j'ai répondu, Elena. Sa voix ne pleurait pas. Sa voix était furieuse. Tu as détruit mon mariage. Je ne me suis pas assise pour ça. Je me suis tenue devant mon comptoir de cuisine. La bouilloire refroidissait sur la plaque de cuisson. Non, Maggie. Ne m'appelle pas Maggie. Non, Margaret. Je n'ai pas détruit ton mariage. Tu as rédigé la clause 11 avec notre mère. Je l'ai juste lu à haute voix. Un long silence. Tu es une personne vindicative, Elena. Je veux que tu le saches. J'ai envisagé, dans la longue seconde qui a suivi, une douzaine de choses que j'aurais pu dire. J'aurais pu énumérer chaque fois où elle avait pris une de mes histoires pour la réécrire. Chaque dîner où elle était restée silencieuse pendant que notre mère me parlait avec condescendance. Chaque poignée de main que Trevor m'avait donnée nerveusement à Noël. Je n'ai rien énuméré de tout cela. J'ai dit, au revoir, Margaret. J'ai raccroché. Une famille comme la nôtre, c'est comme une pâte à tarte. Trop de manipulation et tout se fissure, et il n'y a aucun moyen de recoller les morceaux avec de l'eau glacée. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas puissante. Je me sentais fatigué, de la manière particulière dont on est fatigué après avoir accompli une tâche que l'on a attendu 41 ans pour faire. J'ai versé de l'eau sur un sachet de thé. J'ai pensé, non, Maggie, c'est toi qui as mis la clause 11 à la page 4. Moi, j'ai juste utilisé un stylo. Avant de vous dire ce que mon père m'a dit ce dimanche-là, la première chose honnête que j'avais entendue de lui en 41 ans, je veux vous dire ceci. Si quelqu'un dans votre vie essaie de rendre un non impossible pour vous, avec un document, un chantage affectif, ou un livre d'histoire qu'il a lui-même écrit sur votre vie, vous avez le droit de le lire lentement. Vous avez le droit de le rendre. Vous avez le droit de partir. Et si cette histoire vous aide à garder votre propre colonne vertébrale au chaud ce soir, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, et restez avec moi. Il y a encore une chose que vous devez entendre, maintenant. Dimanche, exactement 1 semaine après Pâques, mon père est venu à mon appartement seul. Pas de par-dessus, pas d'épouse. Mon père n'était pas venu à mon appartement seul. Pas 11 mois, ni au cours des 4 années précédentes. Mon père n'allait nulle part seul. Je l'ai fait entrer. J'ai montré du doigt le canapé d'occasion. Je lui ai fait du café. Il s'est assis, les mains à plat sur les genoux, de la façon dont il s'asseyait à l'église. J'ai lu ce que tu as posté, a-t-il dit. Je l'ai lu 3 fois. Et ta mère a passé la semaine à me dire que tu étais ingrate. J'ai hoché la tête. Elena. J'ai hoché la tête. Il ne pleurait pas. Sa voix avait un petit tremblement qui n'était pas une performance. Pendant 41 ans, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quelle réponse serait utile. Il a regardé son café. Ce soir, a-t-il dit, je vais dire à ta mère que je ne m'assiérai pas à une table où quelque chose comme ce dossier est toléré. Je veux que tu le saches. Je voulais que tu le saches, avant de lui dire. Nous avons bu notre café en silence pendant 11 minutes. J'ai compté. C'était la plus longue conversation que nous ayons jamais eue. L'été est arrivé. Mon appartement restait lumineux jusqu'à 21 heures. J'ai appris à cuire du pain de façon médiocre, et puis après un certain temps, de façon un peu moins médiocre. 3 mois après Pâques, mon père a quitté la chambre principale. Il n'a pas quitté la maison. Il a emménagé dans la chambre d'amis qui, jusqu'à cette semaine-là, avait été la salle de couture de ma mère. Ma mère n'a fait aucun commentaire à ce sujet.
Mon père n'en a pas fait non plus. Tante Lilian venait à mon appartement tous les dimanches. Des orchidées dans une main, une tarte dans l'autre. Elle arrosait mes plantes de rebord de fenêtre, sans rien demander. Elle m'apportait des boutures. Margaret est devenue silencieuse. Elle n'a plus rien posté. Elle n'a pas appelé. En juin, le conseil scolaire de l'école primaire Eastview, où Margaret était directrice, a choisi de poursuivre une nouvelle direction pour la prochaine année académique. Les parents, lors de la réunion du conseil d'avril, avaient apparemment soulevé des inquiétudes concernant la publication sur les réseaux sociaux. Le conseil ne m'a pas cité. Ils n'ont pas cité le contrat. Ils n'ont rien cité nommément. Ils n'ont tout simplement pas renouvelé son contrat. Je n'ai pas célébré. Les gens qui publient une déclaration ne veulent pas d'une conversation. Ils veulent avoir le dernier mot, tapé en gras. Le dernier mot de Margaret, en fin de compte, a été le silence qu'elle a gardé après avoir perdu son public. Ma mère a appelé une fois. Un message vocal, 11 secondes. J'espère que tu es heureuse, Elena. Je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait aucune réponse à cette phrase qui ne m'aurait pas coûté quelque chose. Un samedi du mois d'août, Dileya m'a invité à sortir pour mon anniversaire. Nous étions assises dans le box d'un dîner sur la route 29. Elle a mangé de la tarte. J'ai mangé de la tarte. Elena, a-t-elle demandé l'air de rien, sur la dernière bouchée, as-tu déjà pensé à l'adoption? J'attendais depuis 11 mois que quelqu'un me pose la question que je ne m'étais pas autorisé à me poser. J'ai commencé l'étude de foyer ce septembre-là, en tant que famille d'accueil en vue d'adoption, par l'intermédiaire du comté. Une assistante sociale nommée Joanne Reynolds, 53 ans, une ancienne conseillère d'orientation au lycée, avec des mains chaudes et un stylo à billes. Elle cliquait avec son stylo quand elle réfléchissait. J'ai rempli chaque formulaire 2 fois. J'ai lu les documents de consentement 3 fois. J'ai lu les politiques de placement familial avec la même attention que j'aurais accordée à une clause 11. Je ne prenais aucun risque. Je l'ai dit à ma tante Lilian en premier. Elle a pleuré. Ma tante Lilian ne pleure pas. Elle a pleuré dans un torchon devant son évier, et a ensuite dit, je vais devoir installer une 2e étagère pour les orchidées. Je l'ai dit à mon père ensuite. Il a dit, je serai là pour chaque rendez-vous où tu me laisseras venir. Je ne l'ai pas laissé venir à tous. Je l'ai laissé venir à 3. C'était suffisant. Je l'ai dit à Dileya, elle a répondu, je le savais déjà. J'achète le berceau. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à ma sœur. La branche de ma famille qui avait essayé de louer mon corps n'allait pas être informée de l'existence de la fille que j'essayais de trouver. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos du mot non. Non est une phrase complète. Non n'exige pas de note de bas de page. Non ne doit à personne un gratin, une carte de Noël, ou une longue explication. Dans mon expérience, les personnes qui exigent que vous justifiez un non, sont les mêmes personnes qui n'allaient, de toute façon, jamais accepter la justification. Alors, à 41 ans, avec mon propre appartement et mon propre nom retrouvé, j'ai arrêté de m'expliquer. Au milieu de mon étude de foyer, Joanne m'a demandé, Elena, avez-vous un réseau de soutien? J'ai pensé aux orchidées sur le rebord de la fenêtre. J'ai répondu, un petit, mais c'est le bon. Elle a noté cela. 14 mois après Pâques. Un mardi après-midi en juin. La salle communautaire du bâtiment des services du comté, au 2e étage, une moquette grise fatiguée, une belle lumière d'après-midi filtrant par les fenêtres orientées à l'ouest. Elle avait 3 ans. Elle portait une robe rose à laquelle il manquait un bouton. Ses chaussures avaient des éraflures blanches sur le bout. Ses cheveux étaient coiffés en 2 tresses inégales, faites par une mère d'accueil nommée Carole, qui avait tressé plus de cheveux dans sa vie que n'importe qui que j'ai jamais rencontré, et qui m'enverrait par texto, plus tard cette année-là. La première photographie de ma fille qu'elle ait jamais prise. Son assistante sociale était Joanne. Elle portait une robe rose à laquelle il manquait un bouton, et elle m'a regardé de la façon dont un auditeur regarde une feuille de calcul. J'avais apporté une girafe en peluche. Je l'avais gardée sur le siège passager de ma Corolla pendant une semaine, en attendant cet après-midi-là. La girafe avait un cou tombant et un œil légèrement de travers. Je l'avais choisie dans une friperie de Bloomington un samedi, après avoir passé 1 heure à toucher chaque animal en peluche sur une étagère, pour les reposer ensuite.
Je me suis agenouillé, pas trop près. Elle m'étudiait. Salut, ai-je dit. Je suis Elena. Je t'ai apporté une girafe. Tu aimes les girafes? Elle a examiné la girafe. Elle m'a examiné. Elle a examiné la question. Elle a dit, elle est douce. J'ai dit, je sais. Ce fut notre première conversation. Elle a pris la girafe. Elle l'a tenue par une oreille. Elle n'a pas exactement souri. Elle a fait une petite chose avec sa bouche qui n'était pas un sourire, et qui n'était pas non plus un non-sourire. Joanne m'a regardé. Les yeux de Joanne étaient humides. Elle n'a rien dit. Elle a cliqué avec son stylo une fois. Je ne savais pas encore qu'en octobre, elle m'appellerait maman. Je ne savais pas encore qu'à Noël, je serais incapable de me rappeler à quoi ressemblait le silence de mon appartement sans elle. Je savais seulement, assise sur une moquette grise fatiguée avec une enfant de 3 ans qui évaluait une girafe en peluche, que quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à espérer, était en train de commencer. Bref. Janvier, 21 mois après Pâques, tribunal de comté, 2e étage, sous la présidence de la juge Marbel Hartwell. Une femme d'environ 65 ans, aux cheveux argentés tirés en arrière, avec des lunettes de lecture attachées à une chaîne autour de son cou. Elle avait prononcé 3 adoptions cette semaine-là. La nôtre était la dernière de l'après-midi. Présent dans la petite salle d'audience, moi, Léona, 3 ans et demi, dans une robe jaune qui n'avait jamais été portée auparavant, et une paire de chaussures brillantes qu'elle n'arrêtait pas de regarder. Ma tante Lilian, désormais âgée de 73 ans, dans un manteau en laine couleur œuf de rouge-gorge. Mon père, Richard Barrett, qui avait conduit lui-même. Dileya, au dernier rang avec un appareil photo. Joanne. Carole, la mère d'accueil, qui avait demandé à venir. Absent, de façon ostensible, ma mère, ma sœur, oncle Don. Aucun d'entre eux n'avait été invité. Aucun d'entre eux n'avait essayé de venir. La juge Hartwell a parlé doucement, de la façon dont les juges parlent lors des audiences d'adoption, quand ils l'ont fait suffisamment de fois pour savoir que ce sont des documents d'une nature sacrée. Elle a demandé à Léona, es-tu prête à être officiellement Léona Barrett? Léona a hoché la tête, très sérieusement. Oui. La juge a souri. Elle a signé. Dileya a pris une photographie, que je garde toujours sur mon réfrigérateur. Dans le couloir ensuite, ma tante Lilian m'a tendu un petit pot contenant une orchidée blanche, pas encore en fleurs, avec un bourgeon vert bien serré qui commençait juste à pointer. Elle en aura besoin d'une à elle, a dit ma tante. Mon père a pris Léona dans ses bras. C'était la première fois qu'il prenait un petit enfant dans ses bras en 8 ans. Ses mains étaient précautionneuses sur le dos de la petite. Il lui a dit, bonjour, petite fille. Elle a posé sa joue sur son épaule. J'ai dit doucement à ma tante, j'ai fait le contraire de ce qu'ils m'ont demandé. Je suis devenue mère sans eux. Ma tante m'a serré la main. Non, chérie, a-t-elle dit. Tu es devenue mère grâce à ce que tu as refusé. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas répondu. J'ai tenu l'orchidée. J'ai regardé mon père bercer doucement ma fille, dans la lumière du couloir. J'avais été le potentiel véhicule de quelqu'un à Pâques, en janvier, j'étais la mère de quelqu'un. Un samedi matin, 3 mois après le tribunal. Ma cuisine, le soleil entrant par la fenêtre au-dessus de l'évier, de la façon dont il était entré chaque samedi matin depuis presque 3 ans. La bouilloire en marche, une nouvelle robe jaune accrochée à une patère près de la porte de derrière, pour les après-midi où Léona décidait qu'elle voulait la porter à nouveau. Elle était à table avec un livre cartonné, un livre sur un petit lapin brun qui perdait une chaussure, et la retrouvait, et la remettait. Elle se racontait l'histoire à elle-même, de cette voix sérieuse que les enfants utilisent quand ils traduisent le monde. L'orchidée que ma tante lui avait offerte était sur le rebord de la fenêtre. Elle avait fleuri. Elle refleurirait. J'ai versé de l'eau sur un sachet de thé. J'ai pensé aux clauses. J'ai pensé aux dossiers. J'ai pensé aux lustres achetés pour des enterrements, et aux salles à manger où une femme mangeait seule d'un côté d'une table, tandis que 4 personnes étaient assises de l'autre côté. J'ai pensé à ma tante, qui avait gardé une phrase en elle pendant 53 ans, et qui l'avait finalement dite, et qui avait vécu assez longtemps pour voir une nièce refuser de devenir elle. Une femme gentille n'est pas une femme faible. C'est une femme qui a choisi, chaque matin, de ne pas devenir les personnes qui l'ont blessée.
J'ai fait ce choix à 41 ans. Je fais ce choix chaque matin depuis. Si cette histoire a trouvé un écho en vous ce soir, si on vous a déjà remis un dossier, un chantage affectif, ou une histoire que quelqu'un d'autre a écrite pour vous, je veux que vous sachiez que je suis heureuse que vous soyez resté jusqu'à la fin. Laissez un commentaire ci-dessous, avec le nom de la femme dans votre vie qui vous a appris à lire la page 4. Cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et il y a une autre histoire qui vous attend dans la description, à propos d'une belle-mère, d'un Thanksgiving, et d'un trousseau de clés qu'elle ne s'attendait pas à ce que je ramène. Revenez demain. Je mettrai la bouilloire.